Bien, merci à vous, vous qui êtes sur le net, frères, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Je me présente, je m'appelle Paul Zimba Kiakombwa. Je suis dans l'informatique et je suis aussi électronicien. À mes heures perdues, je suis aussi politicien. Donc voilà ce que je suis. Et aujourd'hui, j'ai répondu à une invitation des étudiants angolais en Belgique pour pouvoir nous entretenir sur l'histoire du continent, notre histoire, et pouvoir parler de ce que nous avons été dans le passé et de ce que nous sommes aujourd'hui dans le présent. Nous n'allons pas parler que de l'histoire et de la politique de notre continent. Donc voilà pourquoi soyez vraiment attentifs, parce que c'est un moment où nous allons faire un devoir de mémoire, chercher à connaître qui nous sommes réellement, d'où nous venons et comment nous devons préparer notre avenir, parce que le présent n'est pas vraiment idéal pour nous. Donc soyez attentifs, suivez. Nous allons prendre quelques temps pour pouvoir présenter le document de référence. Je ne sais pas si vous avez reçu ce document. Je l'ai partagé. Donc, on va partager ces documents, comme ça, chacun peut télécharger. C'est un document de libre accès. Et que C'est quelle page que vous voulez? C'est les pages. Sur toutes les photos. Donc, ça sont des photos, ok, d'accord. Donc, c'est un document de libre accès, je disais. Donc, profitez, tout le monde peut télécharger ces documents sans problème. Ça va vous permettre de pouvoir suivre ce que je vais dire à temps réel et surtout voir les cartes, parce qu'il y a au moins 3 cartes qui vont faire que nous puissions bien structurer notre conférence. Alors, je laisse le temps à... Je continue? Ok, d'accord. Ça va. Donc, je prends tout le temps avec moi. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire. Mais avant toute chose, j'aimerais faire une mise au point. Parce que c'est nécessaire de pouvoir comprendre qui nous sommes réellement. Parce que ce que j'ai à dire peut être blesser certains, mais c'est vraiment important de le dire. Nous sommes réellement qui? Est-ce que nous savons qui nous sommes réellement? Est-ce que nous avons conscience de qui nous sommes? Donc, ce sont toutes ces questions qu'il faut répondre. Parce qu'on dit la conscience, c'est ça qui fait que l'homme est. Mais cet homme sans conscience ne vit que dans la ruine. Donc voilà pourquoi je pense qu'en tant qu'Africains, nous avons un devoir de conscience, un devoir de pouvoir comprendre qui nous sommes réellement et surtout un devoir de pouvoir connaître l'histoire de notre continent. Et c'est fort dommage parce que nous sommes amnésiques. C'est ça, le défaut de l'Africain, il est amnésique, il oublie. Et il ne cherche pas à pouvoir se remémorer
Donc l'oubli fait que notre conscience est assouvie et nous ne sommes pas dans la réalité des choses parce que nous vivons peut-être dans une phase virtuelle de notre vie, mais pas dans la réalité. Alors, nous allons parler de la conférence de Berlin aujourd'hui, mais nous n'allons pas vraiment nous attarder sur la conférence, parce que le thème, ce n'est pas la conférence de Berlin, mais l'actualisation de cette conférence. Donc, ce qui a été fait, est-ce que ce qui a été fait se poursuit? Les retombées, les conséquences se poursuivent jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est ça. Mais brièvement, je vais vous relater ce que c'est que la conférence de Berlin. Comment cette conférence a été convoquée, par qui, et surtout connaître le tenant et les aboutissants de cette conférence. Donc, c'est ce que nous allons faire d'une façon lapidaire, donc très vite. Nous allons parler de cette conférence et nous allons commencer par le préambule. Ici, il faut remonter dans l'histoire médiévale de l'Europe, l'histoire du Moyen-Âge de l'Europe. Nous sommes au XIVe siècle et l'Europe connaît une pandémie terrible. Cette pandémie, c'était la peste noire, appelée aussi peste bubonique. Cette peste a fait que 30 à 40% de la population de l'Europe était décimée. Et comme conséquence, il y a un taux de mortalité très élevé qui a fait que la main-d'œuvre était à rechercher. Et de ce fait, l'économie aussi était en crise. Donc, l'Europe n'avait plus de ressources. Alors, pour trouver une solution à cette crise, le pape Benoît V va intervenir pour ordonner au roi du Portugal, Alphonse V, de mettre ce navire en exercice pour pouvoir naviguer de par le monde, aller trouver des ressources. Et dans le texte, vous avez un extrait de cette bulle. Une bulle, c'est une ordonnance. C'est comme un décret ministériel, un édit royal, donc une bulle à force de loi. Lorsque la bulle est lancée, elle est exécutoire. Donc, le roi Alphonse V devait s'exécuter et accepter de pouvoir s'incliner par rapport à cette ordonnance. Et vous devez savoir, à cette époque-là, le pape et l'Église catholique étaient très puissants. Le pape était considéré comme le représentant légal de Dieu ici sur terre. Et c'est lui qui faisait et défaisait, c'est lui qui faisait et démettait les rois à cette époque-là. Alors, vous allez voir ce qu'il a écrit, une partie, parce que nous avons tiré une petite partie de cette Bible où il dit ceci.
Je lis, nous donc, pesant tout singulièrement le lieu avec la méditation voulue. Et notons que puisque nous avions autrefois par d'autres lettres de la note accordée, entre autres choses, la faculté libre et ample la faculté libre et ample, je dis, permettez-moi, je me suis perdu dans la lecture. Nous avions autrefois par d'autres lettres de la note accordée, entre autres, la faculté libre et ample au roi Alphonse VI. Donc, il ordonne au roi. Qu'est-ce qu'il dit? D'envahir. Notez bien le mot, parce que chaque mot a son importance pour comprendre ce qui va suivre. Envahir, rechercher, capturer, vaincre et soumettre tous les Sarrasins. Ici, Sarrasin fait référence aux Arabes. Donc, Sarrasin, étymologiquement, ça veut dire quelqu'un ou le peuple qui habite dans les tentes. Le Sarrasin, parce que vous n'êtes pas sans oublier que ce sont les Arabes qui ont commencé la traite négrière déjà depuis le 7e siècle. Les Arabes faisaient des razzias en Afrique depuis le 7e siècle, je crois, jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous comprenez déjà que cette ordonnance est dure de conséquences. On continue. Soumettre tous les Sarrasins et païens, quels qu'ils soient, et les autres ennemis de Christ, où qu'ils soient placés, et les royaumes, le duché, principauté, dominion, possession et tous les biens mobiliers et immobiliers qu'ils détiennent et possèdent, et pour réduire leur personne à l'esclavage perpétuel. Donc, vous comprenez déjà que ici, cette ordonnance oblige le roi Alphonse de pouvoir faire des esclaves déjà, de les soumettre, de prendre tout ce qu'ils possèdent et surtout qu'ils seront esclaves à vie. Donc c'est ça le prémisse. C'est déjà ça le commencement. Et c'est ça qui va faire que Alphonse V, le roi du Portugal, ne sera pas seul dans cette aventure. Il sera suivi de plusieurs autres. Il y aura l'Espagne qui va suivre. Il y aura l'Angleterre qui va suivre, la France et les autres puissances de l'époque. Donc, c'est ça qui a fait que tout ce monde puisse venir envahir l'Afrique et faire des Africains des esclaves. Ça, c'est le début. Après, avec le développement de l'industrie en Europe, ces puissances vont avoir besoin de minerais pour leur développement. Et où est-ce qu'ils vont trouver ces minéraux? C'est toujours en Afrique. Ils ont pris les Africains pour des esclaves, afin qu'ils
travaillent chez eux là-bas, gratuitement. Maintenant, ils viennent envahir l'Afrique pour pouvoir se partager ses richesses et ses ressources. Ils vont commencer par créer des comptoirs le long des côtes africaines et petit à petit, ils vont s'introduire dans l'Afrique intérieure, donc dans les terres à l'intérieur de l'Afrique. Ça aussi, ça va se faire dans la brutalité, ça va se faire dans la cupidité, ça va se faire dans l'acharnement de pouvoir prendre ce qu'ils veulent. Et ces puissances, à cause de cet acharnement, à cause de cette cupidité, ils vont entrer en conflit, jusqu'à même à vouloir se faire la guerre. Parce que ils sont là, sans foi ni loi, et chacun fait ce qu'il veut. Et c'est là maintenant que va intervenir l'Allemagne par son chancelier Otto von Bismarck. Et vous savez qu'à cette époque-là, Bismarck était le plus puissant de tout. Et l'Allemagne était la plus puissante de tous les pays européens. Et Bismarck n'avait qu'une seule loi, la loi du fer et du sang. Donc c'était un homme de guerre. Il a fait la guerre contre l'Autriche. Il a fait la guerre contre la France. Il s'est même accaparé de l'Alsace et de la Lorraine en France. Donc, c'est vous dire que ces puissances qui se sont présentées en Afrique étaient déjà dans leur pays en guerre entre elles plutôt. Et Bismarck ne voulait pas que la guerre soit transportée en Afrique. Il fallait qu'on puisse se mettre d'accord, réglementer les choses et surtout, que chacun puisse accepter de pouvoir s'accorder avec l'autre. Et de cette façon, ils vont gérer l'Afrique sans problème, sans tension, sans animosité et sans guerre. Donc c'est ça, c'est que M. Bismarck propose à ses compères. Donc ils vont se réunir en Allemagne. Et là-bas, ils vont se partager l'Afrique. Vous allez voir la carte. Le partage de l'Afrique s'est fait sans les Africains. Le partage de l'Afrique s'est fait sans les Africains. Et par des gens qui n'ont jamais mis pied en Afrique. C'est ça le vrai problème. On se partage quelque chose qu'on ne connaît pas. On met une carte sur table et la carte, on commence à tracer des frontières qui, dans la réalité, n'existent pas. Et chacun des puissances va prendre la portion de terre qu'il a dessinée sur la carte. Donc, vous comprenez que c'est déjà un mauvais départ pour l'Afrique.
Ils font des choses sans les Africains. Ils se partagent l'Afrique sans demander aux Africains ce qu'ils pensent et surtout qu'ils mettent des frontières là où il ne fallait pas. De sorte que, je vais prendre l'exemple de l'Angola. L'Angola va se retrouver, plutôt le Royaume du Congo. Le Royaume du Congo va se retrouver éparpillé à travers plus de 4 pays. Une partie du royaume sera affectée à l'Angola, une autre partie en RDC, une autre partie au Congo-Brazzaville et une autre partie au Gabon. Donc, vous voyez, un seul peuple qui est divisé à travers plus ou moins 3 pays. Ils vont donner des noms qui ne sont pas des noms africains. Et ils vont mettre ensemble dans un pays, dans un territoire qu'ils ont dessiné, de peuples qui ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc, d'une part, on divise un royaume ou plusieurs royaumes, et de l'autre, on met ensemble des gens qui ne peuvent pas vivre ensemble, et cela va créer des tensions. Mais entre eux aussi, il y a des tensions, d'hégémonie. Ceux qui veulent prendre plus que les autres. C'est ainsi que vous allez voir le Portugal céder la partie de terre, la bande de terre qui se trouve au sud de Cabinda, passant par Boma, Mwanda et Matadi, pour que la Belgique, possession du roi Léopold II de la Belgique, c'était ça sa demande lors de la conférence, pour que le Congo qu'il possède puisse avoir un accès à l'océan. Et cela a comme conséquence que le Cabinda s'est détaché physiquement de l'Angola. Et toutes ces frontières vont défaire les civilisations africaines, les royaumes africains, les empires africains qui étaient en place. Donc, nous allons assister à de mélanges qui ne seront pas homogènes, de peuples surtout, de peuples, de cultures, de traditions. On va tout mélanger, rien que pour l'intérêt de ceux qui veulent exploiter l'Afrique. Tous ces mondes n'ont pas de soucis pour les Africains. Ils n'ont que des soucis pour leurs intérêts. Donc, l'Afrique est déjà mal partie. Donc, ces frontières vont faire que l'Afrique soit complètement déstabilisée après les indépendances. Donc, voilà notre point du jour, où nous allons essayer de nous attarder sur les frontières, héritage de la colonisation. Ces frontières, vous avez la carte. Vous allez voir comment le partage s'est fait. Vous allez voir comment est-ce que le partage s'est fait. Il y a des couleurs pour identifier les puissances d'occupation. Et tout cela sans faire référence aux Africains. Donc c'est ça le problème de l'Afrique.
Et ces problèmes, depuis la conférence de Berlin jusqu'à nos jours, est toujours d'actualité. Voilà pourquoi nous disons que nous allons parler de l'actualisation de la conférence de Berlin. Donc, Berlin a dessiné l'Afrique. Berlin a donné des noms aux pays qu'ils ont dessinés. Parce que ces noms ne sont pas des noms africains. Lorsqu'on parle de Sénégal, Sénégal, ce n'est pas un nom africain. C'est juste une mauvaise interprétation des langages. La personne qui a demandé aux Sénégalais quel est le nom de votre pays, puisque les Sénégalais n'ont pas compris ce qu'ils demandaient, ils croyaient qu'il leur demandait à qui appartient les pirogues. Les Sénégalais ont répondu Sunogalo. Donc, ce qui veut dire en langue sénégalaise, ce sont nos pirogues. Et Sunogalo est devenu Sénégal. L'Angola, mêmement, l'Angola n'existait pas. Dans nos langues, il n'y a pas de mots qui commencent par des voyelles, surtout nos langues bantoues. Le A là, c'était A que les Portugais ont ajouté au mot Ngola. Le mot Ngola existe, c'est angolais. Mais Angola n'existe pas. Mais si aujourd'hui, le pays est appelé comme tel, c'est parce que nous avons hérité de ces noms de la part de la colonisation ou bien des colonialistes. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. L'actuel Burkina Faso était appelé Haute-Volta. Heureusement, Thomas Sankara a eu l'intelligence de pouvoir changer ce nom. Il y a la Rhodésie, qui est aujourd'hui Zimbabwe. Donc, il y a beaucoup de pays comme ça. Même le Congo n'est pas Congo avec C. Dans les langues bantoues, le C français n'existe pas. C'est le K qui existe. Mais aujourd'hui, le Congo est écrit avec C. Alors maintenant, nous allons voir les conséquences de ces frontières, héritage de la colonisation, des frontières qu'on nous impose et des frontières qu'on ne peut pas changer tellement que les choses sont compliquées. Compliquées parce que dans cette histoire, il y a deux groupes d'hommes politiques de l'époque, après les indépendances. Il y a le groupe de Casablanca qui voulait qu'on puisse faire table rase de toutes ces frontières et pouvoir revenir à l'ancienne. Mais un autre groupe, le groupe de Morovia, qui ne voulait pas parce qu'il pensait que non, c'est très risqué. On ne peut pas défaire ces frontières parce que la colonisation a quand même duré. Hein. Et nous avons été habitués à vivre avec ces frontières. S'il faut tout effacer et remettre l'Afrique à plat, ce sera très, très difficile. Donc, entre les deux groupes, le groupe de Morovia a gagné parce que nous sommes restés avec ces frontières. Mais le problème avec ces frontières, c'est quoi? Dès les indépendances déjà, les idées sécessionnistes germent dans la tête de politiciens africains. Faire la sécession, c'est séparer parce que moi je suis ceci, je ne suis pas l'autre, donc je ne peux pas vivre dans ces pays-là.
Donc, c'était ça le vrai problème. Vous êtes dans un pays où la population n'est pas homogène et les tendances de division naissent dès l'accession à l'indépendance. Et je vais vous citer l'exemple du Congo. Les Congos indépendants le 30 juin 1960. Mais 11 jours seulement avaient suffi. 11, je vous dis, même pas 2 semaines. 11. Le Katanga fait sécession. Par qui? Par Moïse Tshombe, qui déjà avait son parti politique qui s'appelait CONACAT, Congrégation du Haut-Katanga. Il fait sécession, frappe sa propre monnaie et surtout, il fait son gouvernement à lui et d'office, il a la bénédiction de la Belgique pour se faire. Vous comprenez déjà? Et la guerre va durer 3 ans pour que le Congo puisse récupérer le Katanga. 3 ans. Pourquoi? Parce que déjà, les Katangais ne se considéraient pas comme des Congolais. Ils ont été annexés par ceux qui ont tracé les frontières du Congo. Et le même problème va se poser avec les autres pays. Il y aura la guerre de Biafra. Cette guerre a duré au moins 5 ans et a fait des morts et des morts. Une guerre qui a été menée par un commandant appelé Ojukwu, un homme sanguinaire sans pitié. Et le Nigeria sera déstabilisé durant toute cette période de guerre. Il y a encore d'autres exemples. Nous pouvons citer l'exemple du FLEC au Cabinda. Le FLEC, il a été détaché parce que le Portugais devait céder une portion des terres pour que le Congo puisse avoir accès à l'océan. Et aujourd'hui, les Cabindais se disent qu'ils ne sont pas angolais. Et ils veulent avoir de l'autonomie. Et vous savez ce qui est arrivé avec le bis de joueurs togolais, je crois. Donc, le FLEC a voulu faire montre à toute la planète qu'eux existent. Ils ont tué des innocents qui n'avaient rien à voir avec leurs revendications. Tout cela, c'est parce qu'il y a eu cette composition des frontières dictée par les colonialistes. Aujourd'hui, le Soudan du Sud est séparé du Soudan. Toujours même problème de sécession. Ils ne peuvent pas accepter de vivre avec les autres. Il faut qu'ils puissent accéder à l'indépendance. Il y a aussi les Tigrés en Éthiopie. Une portion de terre pas tellement grande, mais qui veut son indépendance. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas vivre avec les autres. Donc c'est ça l'héritage de la colonisation. C'est ça l'héritage des frontières que nous avons héritées. Et ces frontières aujourd'hui sont toujours là et posent toujours le même problème. Et dans ces désordres-là, l'Afrique ne peut pas avancer parce que nous sommes toujours là
à nous disputer, à ne pas nous faire comprendre, à disputer les portions de terre, et surtout que l'Afrique, c'est le seul pays au monde où les gens sont vraiment des ségrégationnistes. Encore héritage du colonialisme. Parce que les colons nous ont monté les uns contre les autres. Il y a ceux qui sont des assimilés, il y a ceux qui sont des indigènes. Et c'est comme ça, cette différence de classe, cette différence d'appellation fait que on ne puisse pas s'aimer déjà. Même si on est un seul peuple, mais il y a cette division de ceux qui sont au sommet et ceux qui sont au bas de l'échelle. Donc voilà comment est-ce que nous avons été formatés. Nous avons été formatés de façon que nous puissions vraiment jamais nous mettre ensemble. Problème des frontières, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas nous mettre ensemble parce que nous ne pouvons pas vivre d'une façon communautaire. C'est une notion que nous ne pouvons pas utiliser en Afrique parce que la communauté, c'est moi et ma famille. Et les autres ne font pas partie de ma communauté. Donc, c'est ça qui complique. Donc, au départ, déjà, le problème, c'est nous. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes réellement. Et nous ne cherchons même pas à savoir qui nous sommes. Parce que nous avons été formatés de façon que c'est l'individu qui prime. Et s'il est au pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer la politique de népotisme, donc c'est lui et sa famille. Donc vous comprenez que pour que l'Afrique puisse émerger, il faut vraiment une prise de conscience. On ne parle pas de tribus, qu'on ne parle pas d'ethnie, qu'on ne parle pas de tout ce qui est vraiment ridicule, mon village à moi. Non. Il faut qu'on puisse prendre conscience que nous sommes un peuple. Et c'est le peuple noir ici. Nous sommes de noirs. Et ceux qui sont nés en dehors de l'Afrique sont aussi des Africains. Parce que la patrie, c'est l'Afrique. La terre de nos ancêtres, c'est l'Afrique. La terre de nos ancêtres, c'est l'Afrique. Même si on est afro-descendant, même si aujourd'hui on a une nationalité, c'est une nationalité d'adoption, mais nous venons de l'Afrique. Et s'il n'y a pas cette prise de conscience, l'Afrique ne va pas décoller. Et le vrai problème, c'est celui-là. Le vrai problème, c'est celui-là. L'Africain a une crise identitaire. Il ne sait pas qui il est. C'est ça l'Africain. Et l'Africain n'est pas quelqu'un qui puisse s'affirmer. Il ne sait pas s'affirmer. Il est complexé par les autres peuples. Et pour ne pas se faire voir qu'il est africain, il s'assimile. Il devient une photocopie des autres.
C'est ça l'Afrique. Hein? Cette manque d'affirmation, cette manque de conscience, c'est ça la ruine. Même si on est intelligent, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Même les Africains qui sont des élites très instruits, puisqu'ils n'ont pas de conscience, malgré leur savoir intellectuel, ils vivent dans la ruine. C'est cette ruine qui fait que l'étranger puisse profiter de l'Afrique, que l'étranger puisse exploiter l'Afrique, que l'étranger puisse se maintenir en Afrique. Donc, c'est ça le problème. L'intangibilité de nos frontières. Nous ne sommes pas à même de pouvoir changer ces frontières parce que nous sommes incapables. Nous ne sommes pas en mesure de pouvoir redessiner la carte de l'Afrique parce qu'il nous manque surtout la volonté et surtout le rejet de l'autre. Si nous qui sommes noirs, nous ne pouvons pas nous accepter, alors pourquoi vous voulez que les autres nous acceptent? Pourquoi? C'est ça le vrai problème. Donc nous devons prendre conscience, résoudre ces problèmes de crise identitaire, chercher à être nous-mêmes. Voilà pourquoi nous faisons appel à votre bonne volonté, vous qui me suivez en ce moment. Je parle pour pouvoir réveiller la conscience de l'homme africain. L'homme africain doit se réveiller. L'homme africain doit comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique est notre seule patrie et il faut que nous puissions la défendre. Pour ce faire, nous devons commencer d'abord par prendre conscience et surtout parler avec hauteur. Ne pas parler d'une façon trop basse, chercher seulement à comprendre que moi je suis dans ma famille et ma famille me suffit, mais plutôt prendre de la hauteur et nous considérer comme des Africains et que nous soyons des véritables panafricains. Qu'on puisse parler non pas de nos pays, de nos ethnies, de nos tribus, mais qu'on puisse parler au nom de l'Afrique tout entière. C'est ça qui va faire que nous puissions remonter la pente parce que nous sommes très, très bas par rapport aux autres continents. Donc, vous voyez l'intangibilité de nos frontières, c'est un problème qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Qui va résoudre ce problème? C'est ça le vrai problème. Qui va résoudre? Mais la solution n'est pas dans la façon dont nous allons nous débarrasser de ces frontières, mais dans la mentalité de l'homme lui-même. Quel que soit ce que nous avons comme frontière, le problème ne se pose pas si on peut déjà se mettre d'accord et pouvoir vivre ensemble. Qu'il n'y ait pas de séparation, qu'il n'y ait pas de considération d'ordre primaire, je dirais même primitif, parce que c'est lui qui pense à son village, à son frère, à sa sœur, au lieu de penser à une valeur beaucoup plus élevée que son pays d'abord. Cet homme est primitif. Dans combien? 30 minutes. Okay. Donc, vous voyez que jusque-là, ce problème se pose, l'intangibilité des frontières.
Et l'Organisation de l'Unité africaine de l'époque, dans les années 60, n'a pas trouvé une solution meilleure que de pouvoir garder les frontières. Et c'est ainsi que ce terme a été édicté pour la première fois que les frontières, héritage de la colonisation, sont intangibles. Donc, on ne peut pas toucher, on ne peut pas changer. Vous savez si c'était une bonne solution ou pas, mais les problèmes sont toujours d'actualité. Donc, l'Afrique va de sécession en sécession. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe au Congo. Et dans son discours, Lumumba avait dit déjà que la balkanisation du Congo est déjà en marche. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui s'est fait à l'Est. Donc, cette balkanisation est toujours des programmes. Donc, c'est ça le problème de nos frontières. C'est un vrai problème. Un problème où la solution est difficile à trouver. Mais la solution, c'est dans l'homme lui-même, l'homme africain. Est-ce qu'il peut accepter l'autre? Est-ce qu'il peut vivre avec l'autre? Est-ce qu'il a conscience qu'il ne peut qu'être africain pour vivre bien en Afrique? Ou alors être comme un assimilé qui ne vit que dans la peau d'une autre personne? Je vous invite à lire le livre de Frantz Fanon, un Martiniquais des années 50. Il a écrit « Peau noire, masque blanc ». Et dans ce livre, vous allez voir que ce qu'il décrit comme comportement, c'est ce que nous sommes réellement. Nous avons la peau noire, mais cette peau n'est qu'une enveloppe. Derrière la peau, je préfère vivre comme un blanc. Je préfère être comme une autre personne pour qui je trouve qu'il a de la valeur plus que moi. Donc, c'est ça le vrai problème de l'homme africain. La peau noire, mais derrière cette peau, il y a le masque blanc. Et tant que nous allons nous conduire comme tel, rien ne va changer en Afrique. Parce que cette crise d'identité va perdurer. Et c'est ça aussi qui va faire la ruine de l'Afrique. Donc ça, c'était l'intangibilité de nos frontières. Le deuxième point était que l'Europe a la même mise sur nos richesses. Je vais vous dire une chose. Le seul continent qui détient beaucoup plus de richesses sol et sous-sol à travers cette planète, il n'y a que l'Afrique. Il n'y a que l'Afrique. Voilà pourquoi l'Afrique est l'objet de toutes les convoitises. L'Afrique a le sol. L'Afrique a le sous-sol. L'Afrique a même l'eau. Donc, pour votre information,
dans les décennies à venir, on va faire la guerre pour posséder de l'eau. On va faire la guerre. Parce que les cours d'eau dans les pays développés sont complètement pollués. Parce que qu'est-ce qui se fait? Les usines déversent leurs déchets dans les cours d'eau, dans le fleuve, dans les rivières. Et cela va dégrader la qualité de l'eau. Et parfois, d'une façon irrémédiable, pour pouvoir purifier 1 litre d'eau, on risque de payer plus que sa valeur. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. L'eau va causer de guerre dans les décennies à venir. Et les cours d'eau de l'Afrique sont encore potables. Nous avons beaucoup de richesses en ce qui concerne l'eau. Nous avons le fleuve Congo, à peu près 2500 km. Nous avons le Nil. Nous avons le fleuve Sénégal. Nous avons Zambèze. Il y a encore bien d'autres. Nous avons des lacs. Lac Tanganyika, par exemple, où les poissons meurent de vieillesse. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Une richesse inexploitée que Dieu nous a donnée et qu'on ne peut pas profiter de pouvoir exploiter. Mais viendra un temps où ce sont les autres qui vont prendre possession de tout ce que nous avons comme eau. Et je vous informe que le Japon va déverser l'eau contaminée de Fukushima dans l'océan. Vous voyez ce que ça fait? Cette eau est radioactive, très dangereuse. Mais puisqu'ils ne savent pas où mettre cette eau, donc on va déverser cette eau dans l'océan. Et la radioactivité, c'est une pollution qui dure des milliers d'années. Comprenez que si cette eau est dégradée, ils viendront en Afrique chercher de l'eau. Et nous ne sommes pas préparés à pouvoir défendre l'eau. La forêt, c'est l'Afrique qui garde encore sa forêt vierge. Bien sûr que c'est exploité, mais pas à 30%. Mais regardez ce qui se fait au Brésil. On coupe tout pour pouvoir aménager des terres et construire des immeubles. Vous comprenez que l'Afrique est encore vierge. Donc demain, ce sera aussi des espaces. Et je voudrais encore vous faire comprendre que la Chine aujourd'hui utilise les terres arables de l'Afrique pour sa production alimentaire. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Que les gens, les étrangers viennent en Afrique, cultivent pour eux-mêmes et après la récolte est renvoyée chez eux. Pendant que vous, qui possédez ces terres, vous ne savez pas les cultiver, vous ne savez pas exploiter ces terres, et vous mourrez de faim pendant que la Chine rapatrie sa récolte. Mais il faut être africain pour ne pas réagir. Il faut être africain pour ne pas comprendre que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Qu'une nation vienne faire sa culture chez vous et vous, vous ne pouvez pas en bénéficier. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ce genre de choses.
Donc, vous voyez comment est-ce que la richesse de l'Afrique, je ne parle pas de ce qui est minéré, ça, tout le monde connaît l'histoire. Tout le monde connaît l'histoire du Congo. Tout le monde connaît cette histoire de l'exploitation du pétrole au Gabon, Congo-Brazzaville, en Angola. Donc, ce sont des histoires qui sont chez nous, mais qui ne nous appartiennent pas. Vous voyez? Et quand est-ce que nous allons nous réveiller? Quand est-ce que nous allons comprendre que nous devons faire quelque chose, ne fût-ce que prendre conscience que ce sont nos biens que nous devons défendre? Donc, c'est ça le vrai problème de l'Afrique. C'est celui-là. La crise identitaire, l'inconscience. Et l'Africain ne peut pas comprendre que ces biens, ce sont nos biens. Donc, c'est ça le vrai problème. Lorsque je dis que l'Occident a la même mise sur nos richesses, mais est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on puisse avoir une monnaie coloniale utilisée par 14 pays de l'Afrique? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Le franc CFA et l'explication de ce mot, c'est franc colonial. Est-ce que vous comprenez? Franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ça le CFA. Et c'est depuis quelle année? 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, voire même avant la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Et c'est ces monnaies-là qui régit 14 pays d'Afrique. Lorsque vous regardez la carte de l'Afrique, vous allez voir la possession des colonies françaises. 14. Aujourd'hui, c'est la France qui frappe cette monnaie. C'est la France. C'est la France qui indexe cette monnaie à l'euro. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et la France détient le droit de veto sur toutes les décisions qui peuvent s'en suivre. C'est toujours la France. Et ces 14 pays ne peuvent pas commercer avec les autres pays sans l'accord de la France. Et pour garantir la stabilité de la monnaie, il faut que ces 14 pays mettent 50% de leurs avoirs en France, dans le trésor public de la France. Mais je ne sais pas. Il n'y a que les Africains qui peuvent accepter ça. Moi, je ne comprends pas. Quelle est cette inconscience? Ce n'est pas un problème de guerre. C'est un problème de souveraineté. Si on décidait aujourd'hui de terminer, ça va terminer parce qu'on ne peut pas vous imposer lorsque vous dites que vous êtes indépendant. On ne peut pas vous imposer. Terminer, c'est terminé. Mais pourquoi on n'a pas ce courage? Pourquoi on n'a pas cette volonté de pouvoir être réellement libre? Pourquoi on veut toujours s'attacher à celui-là qui nous exploite? Ou à ceux-là qui nous exploitent? Pourquoi? Donc voilà le vrai problème de l'Africain. Et nous avons été formatés comme ça. Parce que à l'époque de l'esclavagisme, il y avait deux types de noirs. Les négros, le nègre du champ et le nègre de la maison. Ce nègre-là, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le champ. Du matin au soir. Il était vraiment, vraiment le bras
de l'exécution de tout ce que le blanc voulait qu'il fasse. Et à côté, il y avait les nègres de la maison qui travaillaient dans la maison du maître. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il rendait service au maître. Puisqu'il parlait avec le maître, il s'est considéré déjà comme supérieur aux nègres du champ. Et c'est lui qui faisait la police à la place du maître contre ses frères nègres. Pendant la colonisation, le même système s'est poursuivi. Il y avait deux types de nègres, les indigènes et les évolués. Ça, c'était une appellation au Congo belge, parce que moi, j'ai grandi là-bas. Et dans les colonies portugaises, on les appelait les assimilados. Un assimilé qui mange avec le maître, un assimilé qui va à l'église avec sa famille, un assimilé qui mange à table, un assimilé qui peut étudier, qui peut faire comme un blanc, mais il n'est pas blanc. D'où le mot assimilé. Comprenez? Et ce sont ces assimilades qui faisaient la police contre le propre frère nègre des indigènes. Et aujourd'hui, la forme a changé, mais le fond est toujours le même fond. Nous avons les nègres de service. Nos autorités sont des nègres de service. Ils sont au service de l'Occident et non au service de leur peuple. Ça, c'est vraiment dramatique. Si on regarde ce qui s'est fait, on comprend que ces gens-là ne sont que de préfets. Donc voilà, lorsque je dis la mainmise est partout et voulue par nous parce que nous avons des dirigeants qui sont des nègres de service. Alors, nous allons passer à notre troisième point. Le troisième point, c'est une question que je me pose. L'Afrique va-t-il connaître un deuxième partage? Pourquoi cela? Parce qu'il y a une implantation des bases militaires étrangères en Afrique. Et cette implantation va toujours demeurer parce que nous ne pouvons pas nous décider à faire partir ces militaires étrangers. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Un pays, un continent, où il y a plus de 48 bases militaires étrangères. 48. Je ne sais pas si c'est toujours 48, si ça n'a pas augmenté. Et nos dirigeants sont là à regarder, à ne rien faire, et plutôt à accepter cette présence qui nous envahisse. Donc c'est ça le vrai problème. Nous acceptons des militaires étrangers chez nous. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais eux, ils sont là pour leurs intérêts. Ils sont là pour leurs intérêts. Ce sont des impérialistes. Et ces impérialistes sont là pour exploiter, exproprier ce que nous avons. C'est tout. Ils viennent chez nous pour pouvoir, sous couverture de nous protéger. Ils viennent chez nous en humaniste
Mais regardez ce qu'ils font après. Nous allons parler de la MONUSCO. La MONUSCO est au Congo depuis 1999. Ils sont là. Ils sont venus pour pouvoir sécuriser les Congos. Et vous savez, le budget, c'est combien? 1,5 milliard de dollars par an qui payent. C'est le Congo. S'il ne peut pas payer en monnaie, donc, il paye en nature. 1,5 milliard qu'on débourse pour des gens qui ne font rien, qui ne se battent même pas. Et les rebelles en profitent parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 120 groupes rebelles, qu'on appelle des groupes négatifs, qui sont là, tranquilles. Ils tuent quand ils veulent, ils violent quand ils veulent, ils font ce qu'ils font et ce qu'ils font sans que la MONUSCO ne puisse s'interposer. Et dans ces groupes de MONUSCO, il y a 23 000 agents. 23. S'il faut compter les militaires, il y a plus ou moins 20 000 militaires qui sont bien équipés. Ils ont des tanks, ils ont des avions, ils ont des hélicoptères, mais il y a au moins 120 rebelles, groupes de rebelles qui se promènent gentiment sans qu'on puisse les inquiéter. Alors vous allez comprendre que ce n'est pas normal. Et personne ne peut décider que ces gens quittent le Congo, personne. Et pourquoi, je ne sais pas. Donc c'est comme ça. Les bases militaires, il y en a beaucoup. Vous allez voir la carte de ces bases, oui. Et vous allez comprendre que nous sommes envahis. C'est une invasion. D'autres cartes. Voilà, la carte de l'Afrique. Donc c'est une invasion. Comment vous pouvez accepter tous ces militaires en Afrique? Comment? À part les puissances traditionnelles, il y a aujourd'hui les Indiens. Il y a aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Il y a aujourd'hui la Chine. Il y a aujourd'hui même la Turquie. Donc, vous allez voir que c'est une invasion. Et si vous voyez comment est-ce qu'ils sont implantés, c'est dans des zones dites hautement stratégiques. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils ne font pas la guerre contre les rebelles. Ils se positionnent tout simplement. Ils prennent position. Pourquoi? Pour pouvoir contrôler, gérer et exploiter ce qu'ils vont trouver sur terrain. Mais est-ce que vraiment nous allons prendre conscience que nous sommes envahis? Et qui signent les bails, ce sont nos dirigeants, bien sûr. Mais pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils ne pensent qu'à eux et à leur famille. Donc, on est en train de brader l'Afrique, messieurs. Parce que ces militaires, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont répartir. Comment est-ce qu'ils seront rapatriés chez eux? Comment? Ils sont là, implantés. Ils viennent pour des missions humanitaires, sécuriser l'Afrique. Mais non. Jusque-là, je ne sais pas quelle est la mission qui a déjà gagné une seule petite guerre avec des rebelles en Afrique. Je ne sais pas. Alors,
nous devons prendre conscience. C'est ça le vrai problème. Et c'est ça mon interpellation, de pouvoir prendre conscience de tout ça. Conférence de Berlin nous a partagé. Aujourd'hui, l'invasion des militaires étrangers, c'est aussi un partage, parce qu'ils ont pris position là où il y a des richesses, là où il y a à boire et à manger. Le Djibouti, un tout petit pays, s'il vous plaît. Mais regardez la carte de Djibouti. Donc, c'est cette carte-là que vous allez voir pour comprendre qu'un petit pays qui est 3 fois moins que la Suisse, vous allez voir que ce petit pays, parce que c'est une zone hautement stratégique, c'est par le détroit d'Amman que tous les bateaux qui font commerce depuis l'Asie jusqu'en Europe passent. Et c'est lui qui contrôle Djibouti, il va contrôler ce trafic. Il peut se décider de dire que non, aucun bateau ne peut passer par Djibouti. Et la navigation sera difficile parce que maintenant, il faut changer, passer par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Donc, c'est vraiment un grand contour. Au lieu de passer par les détroits d'Amman, vous aboutissez au canal de Suez directement et vous êtes dans la mer Méditerranée. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Donc, Djibouti, il y a les Américains avec 3000 militaires, bail de 20 ans. Donc, c'est 20 ans de bail qui vont rester là-bas. Il y a les Français, 1400 militaires, 10 ans de bail. Il y a la Chine. La Chine, lui, il a même de base, une base navale. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Donc, celui qui contrôle les eaux de Djibouti, c'est lui, avec des bateaux de guerre. Et dans tout ça, on est là à regarder. Il y a le Japon qui a 160 militaires sur place. Et il y a l'Italie qui a plus ou moins 100 militaires sur place, dont le bail va durer 2 ans. Le Japon baille une année et la Chine baille 10 ans. Et allez-y comprendre si ce n'est pas une autre conférence de Berlin qui se prépare. Voilà pourquoi je veux que vous puissiez comprendre une chose, que tant que nous n'allons pas prendre conscience, nous serons toujours exploités. Et cela ne va pas changer grand-chose parce que nous sommes ce que nous sommes, des naïfs, des gens sans identité, des gens qui ne s'aiment pas et des gens qui veulent vivre pour les autres et non pour eux-mêmes. Donc, nous sommes le seul continent qui avait subi et subit encore toutes sortes d'outrages, d'exploitation, de pillages, de génocides, d'humiliations, de dénigrements, d'expropriations. Nous avons subi les méfaits les plus abjects venant de l'étranger, de qui nous sommes jusqu'à aujourd'hui tributaires, je ne sais pas pourquoi. Donc nous sommes amnésiques. C'est lui qui nous a frappés hier, nous avons oublié pour tendre l'autre jour. C'est ça, ce qu'on nous dit. Priez même pour vos ennemis, c'est ce que nous faisons. De l'esclave à la colonisation,
passant par la décolonisation, et aujourd'hui, nous sommes dans les néocolonisations. L'Afrique stagne. Que faire? Cette question, je la pose aux jeunes, à l'élite de demain. Qu'est-ce que vous avez à faire pour pouvoir sortir l'Afrique de cette situation? Je dis, j'ai terminé. Maintenant, nous pouvons passer aux questions.